Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews numéro 26, la reprise chez Batman Legend avec ce nouveau podcast consacré à nos lectures. Alors attention, d'habitude on fait des lectures sur un mois, mais là ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, c'est sur 3 mois. Voilà, 3 mois de lecture consacrés pour ce podcast, ce Bat Reviews numéro 26. Et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis avec Alexandra. Salut tout le monde. Mais aussi Bruno. Bonsoir. Et enfin Siegfried. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette rentrée des podcasts Batman Legend avec plusieurs récits. Alors petite introduction. Petite introduction tout de même. On a l'habitude d'être plus ou moins exhaustif quand même dans le traitement des récits, des sorties. Au vu du nombre de récits sur 3 mois, et pour pas vous faire un podcast interminable de 3 heures ou 4 heures, on a fait une petite sélection par rapport à ce que l'on a lu. Et puis, du coup, ça va vous donner un ordre de récit que vous allez voir dans ce podcast ou en présentation de l'article ou de la vidéo sur YouTube. Bref, vous l'aurez compris, on va démarrer tout de suite, sans tarder, avec Robin et Batman. Je mets la petite vignette juste ici. Avec un joli plan sur le bureau de Nico. On a vu. C'est pas très grave. Et du coup, je vous invite à parler. Alors, c'est Alexandra qui va nous parler de Robin et Batman. Il paraît que c'est pas trop mal. Voilà, dis-moi tout. Et il paraît que c'est très très bien, mais de toute façon, quand il y a Jeff Lemire et Dustin Nguyen, ça peut que être bien. Donc Jeff Lemire au scénario et Dustin Nguyen au dessin. Ce dernier, on l'a notamment vu et on a dit beaucoup de bien sur les contes de Gotham. Donc qui sont des récits qui reprend un peu nos héros à la sauce de contes de fées, et ça a l'air de débuter comme ça, et finalement c'est une histoire encore plus intrigante et passionnante, et vous voyez rien que sur le nom, c'est pas une histoire sur Batman et Robin, mais Robin et Batman. Le tout premier, Dick Grayson. Eh ben non, mais il n'y a pas que Batman dans la vie, Nico. Il faut que ça passe, d'accord. Ton obsession est grave. Et donc sur Robin, le Dick Grayson, donc le tout premier, et on est un peu sur une quête de comment être un justicier, avec un Batman dans une position paternaliste qui lui va pas si bien que ça. Heureusement épaulé par Alfred, qui a une présence dans le comics assez incroyable. Et donc Dick Grayson va devoir être confronté à un ennemi. Mais bien plus qu'un VS, c'est surtout un apprentissage où on a des moments assez personnels de Dick à l'école notamment, aussi avec des jeunes justiciers, où Batman l'invite un petit peu à la tour de justice pour voir un petit peu comment ça se passe et comment tu travailles avec les autres héros. C'est marrant que Batman l'invite là alors que lui-même il a beaucoup de mal et qu'il a un plan pour les tuer tous. Aparté. C'est une anecdote, c'est pas grand-chose. Voilà. Mais Robin et Batman, c'est un de mes coups de cœur. Scénaristiquement, c'est assez court pour les personnes qui aiment bien les récits plutôt denses, ça passe assez vite. Je pense qu'on doit être sur un 50 pages, ou 60 pages, quelque chose comme ça. 160, un truc comme ça, non? 160, ok. Je crois, ouais. Oui, 160 pages, pardon. Et donc du coup on a quelque chose d'assez émouvant avec ce trio, comme je disais, Alfred, Batman, Dick, sur comment devenir un super héros finalement, et devenir pas seulement le super héros mais un acolyte de Batman. Comment Batman lui il arrive à gérer ça. On a vraiment des dialogues assez émouvants aussi avec Alfred, qui fait souvent tampon, qui est souvent finalement la mère au foyer de ce trio-là. Et au dessin, pour ceux qui connaissent le travail de Dustin Nguyen, c'est magnifique, c'est toujours autant le cas. Voilà, il n'a pas baissé le niveau. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez raté votre vie. Mais c'est pas très grave parce que c'est toujours carrément. dans librairie. Voilà. Vous pouvez rattraper votre vie, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. C'est ça. Non, mais moi je trouve qu'il y a une ambiance particulière liée à l'enfant. Enfin voilà, les personnages sont par exemple beaucoup plus petits, il y a beaucoup de couleurs pastel, et pour des sujets qui peuvent être un peu plus lourds, qui sont liés à une quête d'apprentissage. On revient notamment sur le passé de Dick Grayson, la perte de ses parents. Il y a un équilibre que je trouve est juste. Donc voilà, une superbe lecture accessible à tous. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'en ai entendu parler beaucoup de bien. Si vous avez quelque chose à rajouter sur ce récit, non? C'est bon, j'enchaîne. Ouais, quand même, ouais. Vas-y. Quelque chose qui m'a empêché de rentrer complètement dans le récit, c'est que il s'agit d'une réécriture assez explicite du All-Star Batman et Robin de Frank Miller.
Et bon, bah, c'est assez clair, il y a plusieurs références directes avec des lignes de dialogue, voire des vignettes qui sont carrément reprises du All-Star Batman et Robin. Donc Ah, c'est l'idée, c'est est-ce qu'il y a Black Canary? Enfin, c'est une question comme ça. donc non. Donc c'était Non, il n'y a pas. c'était déjà un récit racontant effectivement comment Batman rencontrait Dick et comment il le formait à la dure avec Alfred qui faisait tampon pour retenir un peu les coups de Batman contre Dick et qui du coup s'en prenait plein la tronche aussi au passage. Bref, c'était déjà un peu la même histoire et donc l'idée de l'émir et d'Nguyen ici, c'est de nettoyer tout ça de ce que le public avait pu ne pas aimer, le côté un peu dur, un peu sombre, un peu trop dark, peut-être un peu trop explicite, un peu trop brutal de Batman pour avoir quelque chose de plus éthéré et un récit qui a plus de cœur. Donc ça, ils y arrivent assez bien. Mais du coup, j'ai aussi l'impression que tout ce qui était moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce Robin et Batman, c'est évidemment tout le côté un peu pas la tendresse que les 2 personnages ont l'un pour l'autre sans oser se l'avouer et du coup, Robin qui s'oblige à être, un adolescent rebelle parce qu'il a envie de vivre, mais qu'il aime quand même son père, mais qui sait pas comment lui dire. Mais, Bruce qui ne sait pas comment dire à Robin qu'il l'aime et qui du coup en fait un bon petit soldat. Enfin voilà, c'est vraiment cette histoire de 2 personnages qui s'aiment mais qui ne parviennent pas à se le dire et qui du coup sont, durs et injustes l'un avec l'autre et du coup savoir qu'il y a un récit qui va raconter cette relation complexe vraiment à fond, y compris avec une brutalité qui est parfois un peu excessive, mais qui ose vraiment étaler le sujet assez fortement et que 20 ans après, on a un récit qui fait ça un peu plus en surface, de façon volontairement un peu plus pastel, un peu plus éthéré, un peu plus familial, bah, ça me donne forcément l'impression d'un récit qui arrive plus tard pour être un peu moins abouti, qui est vraiment très bon, mais voilà, du coup, qui est davantage pour moi une espèce de transition entre Little Gotham et All-Star Batman et Robin, par exemple, que vraiment un récit complet avec un intérêt propre. Et ça m'empêche d'adhérer complètement à ce récit qui est très bon par ailleurs. Mais voilà, je pense que quand on a lu All-Star Batman et Robin, on ne peut qu'avoir l'impression de relire un récit qu'on a déjà en tête de façon un peu diluée et forcément, c'est un petit peu dommage. D'accord, OK, ah bah, c'est une référence, intéressante effectivement, un apport intéressant. Moi, je l'ai pas encore lu, j'ai lu All-Star Batman et Robin, j'ai pas encore lu celui-ci. Ah, Alors je du l'ai coup pas lu moi du avec coup. ton ouais, voilà, du coup, tu as été, Ouais, ouais. épargné de ce regard-là mais ouais, du coup, je ferai attention encore plus quand je vais le lire, Mais c'est vrai que c'est sur ce intéressant point-là. parce que, on en avait parlé, avec, le podcast, Comics Podcast. On avait été invité via le Comics Corner et quand on avait abordé ce comics, c'était pas du tout venu, la référence, je sais pas si c'est une référence affirmée, mais la connexion, c'était pas du tout venu sur le sujet donc Bah, intéressant. c'est aussi Faudrait que je que lise ça pour c'est aussi comparer les que 2. c'est un comics qui n'a jamais été traduit en France, je crois? À Si, si, vérifier, mais si, si, ah oui, je Ah savais qu'il avait une d'accord. si, si, traduction. chez Ah ouais? Panini, si, si, chez Ah Panini, oui, ouais, mais qui n'a ensuite mais il jamais y a été republié longtemps. par Ah Urban, OK. Ouais, qui n'a il y a même très pas long été envisagé en Black ouais. Label, alors que tous les autres comics Batman de Frank Miller ont été en Black Label, mais pas celui-là, alors qu'il fait partie de la continuité Ouais, aussi de The Dark Knight Returns. Donc voilà, il est un peu passé sous silence parce que c'est le OK. comics Batman que Miller a sorti à sa mauvaise période et qui du coup a un peu agrégé toutes les Mmh. critiques contre ben, la mauvaise période de Miller. Et ça fait du coup que c'est un récit un peu honteux qui est très peu republié, alors que bon, à mon avis, il aurait toute sa place dans le Black Label, quoi. C'est comme ça. Mais OK. Oui, oui. lisez-le, enfin pour moi, c'est vraiment un récit qui a ses aspérités, ses côtés un peu durs et pas forcément aimables, mais qui, sur certains aspects, va vraiment à fond. Et c'est le C'est, récit le plus profond que j'ai vu sur la relation entre Batman et Dick. Et rien que ça, c'est quand même c'est fort. c'est Jimmy Ouais, Lee au dessin? C'est Ah ça. Et bah, je vais pour aller moi, c'est me le les meilleurs prendre en dessins de Jim anglais Lee. direct, hein. Pour moi, ouais. il a jamais fait aussi bien. C'est vraiment 2 crans au-dessus de Silence. Donc Ouais, vraiment, c'est vrai que c'est excellent. Après OK. l'aventure n'a c'est pas été bluffant. terminée, non plus, donc Mmh. du coup ça aide pas pour des réimpressions, par exemple. Je pense qu'on le verra Bah, jamais si, chez parce Urban. ils ont fini le premier arc, effectivement. Ils ont commencé un deuxième arc qu'ils n'ont jamais eu le temps Ouais, de finir. Mais le premier arc, lui, est complètement fini et autosuffisant. D'ailleurs, la plupart des éditions états-uniennes maintenant ne publient que le premier arc et ouais, virent le premier fascicule deuxième qui, effectivement, ne pose rien, n'est pas très intéressant. Mais c'est un récit qui se suffit totalement lui-même, mais qui ne sera ouais. sans doute jamais republié, sauf si, à la mort de Frank Miller, peut-être qu'on commencera à réhabiliter un peu certaines de ses œuvres, dont celle-là, autant Holy Terror, je comprends que ça soit jamais réhabilité, autant ça, c'est quand même un récit qui raconte quelque chose de fort sur Batman que d'autres ne savent pas raconter avec autant d'authenticité et de violence, de brutalité, mais aussi voilà, de passion que Miller. Et c'est un récit qui mérite totalement. Mais on en reparlera un jour. Peut-être que le jour où vous l'aurez lu, peut-être qu'on pourra faire une émission un peu justement conflictuelle sur Ouais, ouais, pourquoi ce carrément, récit est aussi mal aimé. Je pense carrément. qu'il y a des trucs à dire.
Ouais, effectivement, ouais. Bah, moi, je l'ai lu, hein, donc moi, je suis chaud, je l'ai à la maison, donc je peux même le relire. Ça se lit facilement, en plus, il y a 5 petits fascicules, là, 5 ou 6. Donc, ouais, ouais, carrément. Très bien. Le rendez-vous est pris, voilà, on commence la rentrée avec des nouvelles idées, vous voyez, pour un prochain Bad Talk. Bref, sur ce, ben, je vous propose d'enchaîner sur une deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est un gros morceau, très, très gros morceau que je vais donner à Siegfried. Vous le voyez, c'est Batman Chronicles. Alors ici, c'est le premier volume, 1987, c'est le tout premier volume de cette collection. Siegfried, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un fondamental, mais alors Voilà, ça y est, voilà, il commence à s'exprimer, voilà. c'est un fondamental parce que en 450 pages, donc un volume de seulement qui coûte seulement 35 €, vous avez Year One, donc l'ensemble du récit Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, qui est donc absolument fondateur, que tout le monde autour de cette table, à mon avis, autour de cette table Ah non, moi, virtuelle, adore. j'ai pas aimé Adore. année 1, moi, je te dis, je Oui, déteste oui, cette histoire. bien sûr, bien sûr. Moi Donc aussi, vraiment, je supporte pas. J'ai un truc sur mon bureau, je sais pas ce que c'est. Ça doit être Ah, bah non, tiens, c'est de la ça. merde. bizarre. Donc ça contient juste Year One, ça raconte toute la rencontre entre Batman et Jason Todd, toute l'histoire où Jason Todd retire les roues, il vole les roues de la Batmobile. Donc ça fait un moment où Batman est complètement déprimé, ça le fait parce que Nightwing vient de partir, etc. Ça le fait rire. Enfin, cette relation assez marrante entre Todd et Batman. Et il y a tout le récit, tout le roman graphique Son of the Demon, tout ça réuni et plus quelques autres comics Batman, tout ça réuni dans un seul volume. Donc vous le voyez, c'est quand même extrêmement dense en récits qui sont importants. On peut penser ce qu'on veut de Son of the Demon. Moi, je trouve que c'est un récit qui est un peu surcoté, qui est pas passion qui est très joli, qui au moins a le mérite de poser certaines choses. Et voilà, rien que le fait de retrouver tous ces récits, y compris un récit hors continuité, un roman graphique, tout ça dans un seul volume, c'est quand même assez fort. Le parti pris, c'est donc de publier année par année l'intégralité des comics Batman, ou du moins en continuité avec quelques bonus. Donc là, vous sentez déjà que c'est un parti pris qui est un peu fumeux. Et effectivement, il y avait François Hercouet, donc le directeur éditorial de DC Comics, qui avait fait un long article pour expliquer un peu la démarche de ces Batman Chronicles. Donc il explique évidemment qu'il commence en 1987 parce que c'est l'arrivée de Donny O'Neill comme directeur éditorial de Batman chez DC Comics. Donc ça a du sens. En plus, ça arrive juste après The Dark Knight Returns. C'est vraiment le moment où Batman devient mature et redevient un peu intéressant, on va dire, entre guillemets, après une période où c'était un peu plus mitigé. Donc c'est pas Ouais, mal, d'autant qu'effectivement, là, chaque année, il y aura des comics vraiment intéressants, donc ça a du sens. Faut savoir surtout qu'il y avait déjà eu des Batman Chronicles publiés par DC Comics, où ils commençaient en 1939. Et bon, ben, le premier numéro est intéressant parce que c'est les premières apparitions de Batman, mais comme vous le pressentez sans doute, on s'en fiche un peu, en fait. Enfin, les comics Batman de 1940, 1941, c'est plat, c'est vraiment pas intéressant. et Donc puis acheter imagine des... après quand on va se retrouver dans les années 50, 60. Voilà, C'est donc à dur part à pour la... lire en plus, hein. C'est dur à lire Voilà, les 39, 40, hein. donc voilà, ça avait surtout un Genre: intérêt «Oh, Batman est patrimonial. arrivé et il va taper sur le mur» et il tape sur le mur. Hey! Donc il y avait quelques très bons récits, mais c'est vrai que c'est difficile à lire. Et bon, ça reste des récits intéressants uniquement pour le côté patrimonial et pas forcément par vrai intérêt de lecture. Donc ça avait complètement du sens de commencer là. Et donc il expliquait aussi qu'il allait inclure des récits, même s'ils étaient en dehors de la continuité, mais qui auraient un impact sur la continuité. Donc en gros, ça voulait dire Killing Joke, mais pas de récits un peu extérieurs qui n'auront pas d'impact direct sur la continuité, comme un long Halloween par exemple. Mhm. Soit, mais ils vont inclure Arkham Asylum par exemple, alors que Arkham Asylum c'est hors continuité et ça n'a aucun impact sur la continuité. Donc bon, on sent que ils font un peu des choix qui sont un peu subjectifs, ou un long Halloween en fait c'est tellement long que ça occuperait les 2 tiers d'un volume, donc forcément ça n'a aucun sens de le mettre, alors que Arkham Asylum ça doit être 60 pages, quelque chose comme ça, donc l'ajouter ça donne juste de la plus-value au volume, mais ça mange pas sur le reste. Enfin bref, c'est des choix un peu subjectifs faits par Urban Comics, mais bon, ça n'empêche que les volumes sont effectivement passionnants. Enfin, dites-vous que dans un volume, vous aurez Arkham Asylum et à côté de ça, 400 pages, 400 autres pages de récits sur Batman. Imaginez un peu la densité du truc. Donc c'est tout ça pour des volumes à 35 €. Donc c'est quand même une collection qui évidemment mérite complètement le regard, mais ça implique aussi que les numéros vont être très inégaux en soi, parce que évidemment dans un volume, vous aurez des très bons récits et des récits qui seront beaucoup moins intéressants. L'idée est quand même d'être exhaustif, donc vous aurez tous les fascicules de la continuité, y compris les trucs publiés entre deux arcs à la va-vite juste pour combler un vide. Ben vous les aurez aussi. Donc ça peut faire un peu bizarre, et surtout ça sera complètement inégal entre les volumes, parce que voilà, une fois qu'on a publié dans un volume, ouais, c'est ce que je disais, Son of the Demon, Rencontre avec Todd et Year One, qu'est-ce que forcément la deuxième moitié de 1987, le volume 2 qui
paraît là, qui paraît là prochainement, va être beaucoup moins qui intéressant. paraît en septembre, effectivement. Voilà, donc forcément, les volumes vont être beaucoup moins. Enfin, il va y avoir une inégalité d'intérêt entre les différents volumes qui fait que, est-ce que vous allez vraiment tout acheter parce que 35 €, c'est pas grand-chose vu le contenu, mais c'est quand même une somme. Tout acheter pour le principe de tout avoir, ou est-ce que vous allez quand même acheter les volumes les plus importants? C'est pas évident. Et surtout, le truc, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez déjà Year One. Vous avez peut-être même déjà Son of the Demon. Vous avez sans doute déjà des anthologies qui contiennent la rencontre avec Todd. Donc il y a énormément de doublons. Et vous vous souvenez peut-être que dans l'émission sur Bill Finger, le Badcast qu'on avait fait, Thomas Finau de Comics Batman intervenait. Et donc lui, sur son blog, il a fait la liste de tous les doublons. Donc pour chaque Batman Chronicles, il détaille dans tous les autres volumes d'Urban dans lesquels vous avez déjà des récits. Donc ça peut vous aider aussi à déterminer si les volumes sont intéressants ou pas par rapport à ce que vous possédez déjà. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est assez salutaire, parce que peut-être que vous n'aurez pas très envie d'acheter un volume de 450 pages dont vous possédez déjà 400 pages. Je peux faire une remarque là-dessus? Oui, vas-y. Justement, parce que je voulais te poser la question, parce que ça m'interpelle un peu. Est-ce que, par exemple, dans ce volume de Batman Chronicles, on trouve Batman et les monstres? Non. Alors, c'est intéressant parce que ils avaient déjà ressorti Year One il n'y a pas si longtemps que ça, dans la série d'entrée de gamme à 4,50 € qu'on pouvait acheter en grande surface, Year One, il a tout fait. Il a fait édition normale, Black Label, la version. Et du coup, c'est intéressant parce que en version à 4,50 €, couverture souple et tout, tu avais Year One et Batman et les monstres. Sauf que Batman et les monstres, c'est un récit qui date des années 2000, donc là, c'est. Oui, mais qui chronologiquement se retrouve juste après Year One. Oui, mais là l'idée, c'est de vraiment prendre la chronologie éditoriale. Donc l'idée, c'est vraiment de se replonger dans une époque. Donc on verra, peut-être que quand on arrivera à 2006, donc sans doute dans quand même quelques années, ils vont publier Batman et les monstres ou pas, ça je sais pas, mais c'est pas impossible. Ouais. En tout cas, voilà. Mais du coup, ça interroge. C'est vrai que ça interroge sur les stratégies éditoriales de Urban et de DC. Là, c'est vraiment le choix de publier pas par rapport à la chronologie de l'histoire, mais plutôt par rapport à la chronologie de publication. Donc, on est vraiment que sur les récits qui sont sortis en 1987. Et comme le disait Siegfried, c'est vrai que Batman Lemon, par exemple, c'est sorti bien plus loin dans les années 2000. Et donc, ça arrivera peut-être quand on va arriver à Batman Chronicles 2000 et quelques, je sais plus, 2006, t'as dit Siegfried, je m'en rappelle plus de la date, mais. Par là, ouais. Voilà, 2006, volume 1, par exemple, on aura Batman et les monstres, mais si on y arrive, jusque-là, faudra voir en fonction des ventes, toujours pareil. Mais effectivement, en 87, il n'existait pas, donc ils ne publieront pas là. Mais c'est un choix qui a été fait, voilà, de publier par rapport aux années de production de récits, pas forcément par rapport à la ligne de l'histoire, quoi. Donc voilà, pour synthétiser, la démarche éditoriale peut intriguer quand même sur quelques aspects, notamment cette question de doublons ou de volumes inégalement intéressants, mais ça n'empêche que ça fait des volumes qui sont absolument passionnants et d'autant plus essentiels qu'il y a un vrai boulot éditorial qui rappelle les grandes heures d'Urban, enfin les heures d'anthologie par exemple, où il faisait toujours des notices qui étaient aux petits oignons. Là, ils intègrent de très chouettes témoignages. Il y a notamment un témoignage de Max Allan Collins qui a fait les premiers fascicules Batman en 1987, juste après Year One, des témoignages de Mark Hamill. Il y a des pages de Donny O'Neill, et beaucoup de notices de l'équipe d'Urban pour remettre un peu tout ça en contexte. Donc il y a quand même cette volonté d'apporter une plus-value, non seulement déjà un aperçu exhaustif de l'histoire éditoriale de Batman de replonger dans une époque, mais avec une plus-value aussi et tout ce recul qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça fait des volumes qui sont absolument passionnants, et notamment déjà. Évidemment, on va critiquer chaque volume l'un après l'autre parce que tous ne seront pas d'un intérêt identique, mais c'est clair que là, ce premier volume de 87 qui inaugure la série mérite complètement l'intérêt surtout si vous n'avez pas Year One. Si vous avez déjà Year One, la question se posera peut-être un peu plus. Tout à fait. Écoutez, je vous propose que l'on enchaîne avec la troisième lecture, le troisième récit que l'on va évoquer dans ce podcast. Et c'est pas tout à fait du Batman, c'est plutôt du Suicide Squad, et ça part du Joker. C'est Suicide Squad Get Joker. Et c'est Alex qui va nous en parler. Dis-nous tout sur ce Get Joker. Il paraît que c'est pas trop mal, mais je n'ai pas encore lu non plus. Dis-moi tout. Alors, du coup, Suicide Squad Get Joker, Siegfried, il a un peu compris, parce que là, ça va être compliqué. Parce que moi, je suis pas aussi catégorique. Surtout quand tu as dit, il paraît que c'est pas très mal.
Je sais pas qui t'a entendu dire ça, mais Ah, on bah t'a écoute, menti. c'est vrai, Non, mais je crois que j'ai vu en passer ça fait, sur les en réseaux fait, sociaux, mais l'idée est pas mal, sauf qu'après il y a eu un problème. Bref, au scénario il y a Brian au scénario il y a eu Brian Azzarello quand même, bon, connu pour ouais. Batman Alex Bane, Malib, c'est entre pas mal non autres. plus, hein. Et Alex Maliv, c'est très très beau. Et en vrai, moi, quand je me suis intéressée à ce titre, quand je me suis intéressée, on me l'a donné pour Canal BD pour le chroniquer, c'est plus ça. J'ai vu Alex Malev, j'ai dit ok, je le prends, je veux absolument le voir parce que c'est des planches magnifiques quoi. Ah, voilà, son travail est incroyable. Et du coup, je sais que globalement, même en les lisant pas forcément, les séries globales de Suicide Squad, c'est très redondant. C'est un peu toujours la même chose. De toute façon, l'idée même de Suicide Squad, c'est des missions suicides. Donc, tu prends un groupe de vilains sous le joug de Amanda Waller, donc qui intervient aussi ici, pour des missions où au final on s'en fout. Ils ont une bombe dans la tête, ils peuvent exploser à tout moment s'ils n'ont pas accompli le truc. L'idée, mais même tu vois, même le film, il peut pas être génial parce que le concept est classique quoi. Et donc là, c'est la même chose, sauf que en premier plan, on a Jason Todd, donc le deuxième Robin, qui est en prison, et Amanda Waller le réquisitionne pour être un peu le leader de ce groupe pour tuer le Joker. Donc là, au début, je me suis dit trop bien parce que tu prends la team Suicide Squad qui est, on va dire, classique, enfin, c'est pas forcément très psychologique et ça n'a pas forcément beaucoup de fond, pour un truc où tu reviens sur un classique du comics des années, je crois que c'est Deuil dans la famille, c'est 80 ou 79, bref, je sais plus. Et donc la fameuse fois où le Joker a tué Jason Todd. Et moi j'aime bien cette idée de trauma, j'aime bien cette idée où tu rebondis un peu sur les comics du passé. Et aussi, ça fait la deuxième fois quand même qu'on voit Jason Todd en leader parce qu'on a aussi les comics Outlaws où il a un groupe aussi, donc qui sont plutôt pas mal. Et donc du coup, ils vont aller chercher le Joker. Et en fait, très très vite, le Joker, ils le trouvent. Finalement, il est pas très. C'est comme Joker Infinite. En vrai, c'est simple de chercher le Joker. C'est plus compliqué de le tuer. Et là, en Ouais. fait, tout de suite, ça part en action et c'est pas très clair. Tu comprends pas certaines scènes d'action. Tu comprends pas pourquoi le Joker d'un coup il les aide. Euh, et en fait, j'ai bien aimé les planches. J'aime bien l'idée en général, et je trouve que par rapport à certaines autres histoires du Suicide Squad, j'ai fini le bouquin et je trouvais ça intéressant. En plus, c'est un one shot, donc du coup, tu pars pas sur un run. J'aimais bien aussi l'idée que dans l'équipe, alors il y a Firefly qui est connu, il y a Harley Quinn, mais les autres, c'est pas ils sont pas très parlants. Ils réquisitionnent Harley Quinn aussi parce qu'elle a un lien évidemment avec le Joker. Et donc du coup, elle va essayer un petit peu de faire table rase et reprendre son indépendance comme on l'a actuellement avec ce personnage. Mais pareil, il n'y a pas eu de scène marquante où elle s'impose. Il y a une magnifique scène où elle est en maillot de bain. Tu comprends pas pourquoi elle est en maillot de bain ou en soutif, peu importe. Elle a poil, ça me saoule. Ça n'a pas de raison d'être. Ça me saoule pas que les filles soient en maillot de bain, mais là, ça ne sert à rien, en l'occurrence. Et voilà. J'aime bien l'idée. Les dessins sont magnifiques, mais ça reste une histoire de Suicide Squad avec de la baston un peu partout et une fin un peu abrupte. Donc je suis mitigée parce que je vais pas dire non tout de suite. Enfin, bon, de toute façon, faut toujours lire les trucs avant de faire son avis, mais je pense qu'il y avait encore plus de trucs à faire. Et après, en même temps, je me dis que peut-être tu dois respecter des codes. Enfin, t'as peut-être une sorte de charte spéciale à la Suicide Squad et qu'il y a des trucs où tu peux pas trop y passer, même si t'es Brian Azzarello. Ah, ok, ouais, bah, donc tu confirmes, Siegfried, mais j'ai eu des mauvaises sources sur ce récit, c'est ça? Absolument, je serais même un petit peu plus sévère parce que comme le disait Alexandra, la promesse était quand même assez I alléchante. know. C'est pour ça que j'ai été comme ça. Je me suis dit, oh, faut qu'on ait deux avis, faut que je sois plus Voilà, douce. mais enfin, c'est quand même effectivement du Black Label par Azzarello. Bon, Azzarello, on sait que c'est pas toujours bon, mais enfin, c'est quand même un scénariste qui a son importance. Avec Maliev et on n'a pas parlé, mais c'est le coloriste Matt Hollingsworth. Et effectivement, on retrouve le Oui, travail oui, de bien couleur sûr. Oui. qu'il a fait sur White Knight notamment. Enfin, effectivement, il y a quand même une proximité qui est assez claire. Moi, je serais plus sévère parce que déjà, je trouve que Alex Maliev, c'est un peu sous-passé ici. Pas au sens où ça serait moche, mais au sens où je trouve que les scènes de combat sont hyper statiques, par exemple. Il parvient pas à souffler le moindre dynamisme, et surtout, je parviens pas à comprendre son intention. J'ai l'impression qu'il sait pas exactement quelle tonalité il doit donner à l'histoire par rapport au dessin, et du coup, les dessins sont toujours Ouais. propres et assez jolis, mais c'est jamais ça n'émerveille.
tu te dis jamais: «Oh c'est beau, c'est poétique ou c'est poisseux ou c'est parodique», tu sais juste pas trop pourquoi il dessine ça et s'il a envie de porter un message par la manière dont il dessine ou s'il fait juste un travail d'illustration, un peu statique, planche après planche d'un travail d'Azzarello qu'il n'aurait pas compris et ça contribue pour moi au sentiment final que c'est un récit qui est un peu brouillon, à la fois dans le récit et aussi dans les dessins. Enfin la 2e partie notamment, bon, c'est une espèce de fuite qui est pas hyper claire, qui est pas hy tu te dis: «Est-ce que c'est vraiment pas Ouais. intéressant ou est-ce que c'est juste brouillon?» C'est pas très clair, mais dans les 2 cas, c'est pas très rassurant. Mais voilà, enfin, comme tu Effectivement. le disais, la première moitié, c'est Suicide Squad qui a pour mission de tuer le Joker, puis elle voit le Joker, elle le tue pas, tu sais pas trop pourquoi. Et puis tout à coup, elle doit plus ou moins s'allier avec le Joker, pas tout à fait, mais un peu quand même, pour fuir une autre menace, qui est un peu plus fun, mais qui est complètement sous-exploitée. Du coup, tu sais pas trop qu'est-ce que le Joker fait là. En plus, c'est clairement, pour moi, c'est un des Jokers qui a le moins de personnalité dans mes récentes lectures comics avec le Joker. À chaque fois qu'un auteur s'empare du Joker, il essaie toujours de lui donner un truc un petit peu Bah, cringe ou un là petit peu fun en là, plus. Là, c'est finalement, mais c'est comme, on en parlait dans Joker Infinite, il marque le nom de Joker, tu as la Joker en couverture, mais tu approfondis pas du tout le personnage. Là, c'est beaucoup plus concentré, entre guillemets «sur Jason Todd» et comment lui, il arrive à récupérer tout ça, devenir aussi un leader, tu vois? Son passé avec Batman et puis, ouais, enfin, tu vois? Le Joker, c'est un prétexte ouais, tout à fait. Mais comme du coup, d'habitude, quoi. on voit quand même plutôt pas mal le Joker et les scènes avec le Joker manquent complètement de personnalité, notamment la scène que tu évoquais où il fait danser Harley Quinn, par exemple, qui est juste une référence au Joker de Azzarello et Bermero, mais qui du coup en fait juste une scène Mmh, qui est un peu malsaine, assez désagréable à regarder et qui n'a pas du tout sa place dans le récit. Enfin, c'est du Azzarello qui a envie de faire du Azzarello, même au moment où on lui demande pas de faire du Azzarello et où ça n'a aucun sens de faire du Azzarello. Enfin bon, c'est un petit peu dommage. Et du coup, ça fait que la menace représentée par le Joker est vraiment assez confuse. On n'y croit pas trop, il a pas vraiment de personnalité. À la rigueur, la seconde menace, comme je disais, est beaucoup plus fun, mais elle est complètement sous-exploitée. Et tout ça, ça porte une intrigue qui finalement est vraiment peu originale. Quand on nous promettait effectivement au début cette histoire de trauma, et j'aimais bien, comme tu le disais, l'idée qu'on a 2 personnages qui ont été marqués par le Joker et qui essaient de prendre leur indépendance du Joker en, heu, en le tuant, soit parce que voilà, il a fait vivre une relation complètement toxique à Harley, soit parce qu'il a tué Jason, enfin quand même, c'est pas rien. Tout ça pour aboutir à ça, bon ben c'est et en plus voilà, on va pas spoiler, mais une conclusion complètement Oh, paresseuse. pas de spoil, pas de spoil. Pour C'est ceux ça. qui Et voudraient découvrir ce fantastique Suicide Squad Get Joker tout de même. il y a une Bon, vignette après qui m'a nos avis, paru, je suis pas sûr qu'ils soient hyper emballés, il y a une mais vignette qui m'a bon. paru particulièrement révélatrice. Il y a une scène où le Joker parle à Robin et lui pose une question. Et, pour montrer que Robin est interloqué, on lui met juste un point d'interrogation dans une grosse bulle. Et c'est juste la manière la plus cartoon et la plus vieillotte possible de suggérer l'étonnement d'un personnage quand on n'a pas du tout réussi à le suggérer par le dessin. Et pour moi, c'est assez symptomatique de l'ensemble de l'œuvre où on ne sait pas du tout comment faire porter le moindre sentiment ou la moindre émotion ou la moindre intrigue même au personnage. Et du coup, bah, il faut juste qu'on nous le dise avec un gros point d'interrogation dans une grosse bulle pour, heu, pour essayer de nous dire: «Oui, il se passe quelque chose en fait, vous vous en rendez pas compte parce que vraiment c'est pas clair, mais il se passe quelque chose» et bref, c'est symptomatique pour moi de l'échec assez flagrant quand même de ce volume qui pourrit un peu le Black Label. Parce que mine de rien, à chaque fois qu'on essaie de croire dans le Black Label, on est assez souvent mmh. déçu et il faudrait quand même qu'ils fassent attention à c'est bien joli de confier leur volume à des grands noms, parce qu'effectivement, Warren Ellis et Brian Hitch, voilà, Azzarello, Linksworth et Maleyev, enfin ça donne très envie et si à chaque fois ça déçoit derrière, on va finir par ne plus croire dans le Black Label et ça serait assez contre-productif donc ouais, faut qu'ils arrêtent de faire ça parce que c'est évident quand on lit ça que personne n'a pu se dire: «Waouh, quelle histoire géniale, on n'a jamais lu ça». Enfin, c'est quand même un petit peu inquiétant. Non, mais OK. c'est après ça c'est intéressant. Moi, j'aime bien l'idée que tu proposes un one shot avec, des gros noms et que tu vois une autre version de la Suicide Squad. Après, c'est pas le comics, de l'année, quoi. C'est sûr. Effectivement, pas le comics de l'année pour Suicide Squad Get Joker, qu'on ne retrouvera certainement pas dans notre top à la fin de l'année. Je vais passer sur notre récit, un récit qui revient sur la continuité avec Batman Infinite, tome 3. Et pour nous en parler, eh bien, je passe la parole à Siegfried. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce Batman Infinite tome 3 Bon, je crois que tu n'étais pas hyper emballé par les 2 précédents tomes, si je me souviens bien. Est-ce que ce tome 3 arrive à t'emballer un petit peu plus? Ouais, non, j'étais pas du tout emballé.
Encore que, non, ça va, j'étais pas si négatif sur le volume Oui, précédent oui, parce non, que tu l'as pas éclaté, on est d'accord, mais on n'était pas non plus sur une alerte rouge, une alerte Siegfried. ah non, loin de Hem, là, mais justement voilà. ce que j'expliquais sur le volume précédent, c'est que c'était, donc c'était Batman Infinite 2 État de terreur 1 et son intérêt, c'est Ouais. qu'il était très bavard. Donc il y avait beaucoup d'explications de background des personnages, de personnages qui posaient un peu les bases de cette espèce de nouvel univers et de cet état de terreur et du coup, ça a créé au moins un univers qui était assez riche, qu'on avait, envie de voir un peu évoluer. Enfin, tout ce qu'il le portrait qu'il dressait de l'épouvantail comme nouvelle menace majeure, alors que bon, c'est un super vilain qui est quand même passé plus ou moins aux oubliettes ces dernières années, ça faisait plaisir. En plus, il y avait cette menace du maire Nakano qui s'oppose aux super-héros, plus sa confiance dans Saint, donc qui est une espèce de PDG d'une entreprise néfaste qui veut essayer de construire des espèces de robots ou d'hommes androïdes super puissants qui évidemment sont là pour prendre plus ou moins le pouvoir. Enfin, c'est pas très subtil, mais au moins il y avait cette idée d'une multiplicité de menaces. D'autant que voilà, en plus, l'un de ces androïdes de Saint, le Peacekeeper 01 vrille complètement et du coup Batman et Saint essaient de le capturer pendant que l'épouvantail essaie de le manipuler. Enfin, ça faisait une intrigue qui était assez complexe et du coup assez intéressante, mais j'appréhendais la suite parce que je me disais justement, si on a posé autant de choses dans ce premier volume, ça veut dire que dans la suite, il va y avoir plus d'action et qu'on va aboutir aux simplifications habituelles de DC Comics où finalement on va avoir quelques bagarres, quelques explosions et puis ça sera fini, on retourne au statu quo. Et bon, bah, c'est en fait, c'est c'est quand même, c'est quand même exactement ce qui se passe. On Donc une n'en de est mes pas grandes loin, hein, on n'en est pas ouais, loin, on est d'accord. c'est quand même complètement ça. Donc une de mes grandes interrogations, c'était quand même, est-ce que Batman Infinite va aboutir au Future State? Parce que là, tout ce qu'on Non. voyait, c'était exactement les prolégomènes du Future State. Et du coup, il y avait cette question de, soit ça initie le Future State, mais du coup, c'est étrange de sortir ça un an après le Future State, donc on a déjà la fin et on nous présente ce qui se passe avant, c'est pas très intéressant. Soit, au dernier moment, ça va prendre un sentier différent, mais du coup, pourquoi poser autant de bases similaires pour diverger au dernier moment? Bon, c'est un peu étrange. Et effectivement, c'est le choix qu'ils font, donc au moins, il n'y a pas cette redondance avec le Future State. Donc si vous avez le Future State, vous ne connaissez pas encore la fin de Fear State, mais la fin de Fear State, elle est complètement expédiée, puisqu'elle est déjà expédiée dans cet état de terreur 2. Donc en 2 volumes seulement, on aura raconté tout l'état de terreur qui était supposé être le nouvel event après la Joker War. Et bon, bah en fait, le temps de poser quelque chose, on finit tout vite fait dans une bagarre. Ensuite, il y a tout un fascicule entier où c'est juste la conclusion du récit. Et donc, on voit ce que chaque personnage devient après le Fear State. Mais enfin, votre Fear State, il a duré quelque chose comme, je sais pas, 4 ou 5 fascicules. Ouais, Parce que mais c'est vraiment, pour ceux qui avaient oublié entre-temps, tu vois? oui, voilà, mais voilà, c'était déjà très court et on n'a pas mérité. Enfin, faire tout un fascicule conclusif pour montrer ce que chaque personnage devient, c'est une lecture qu'on mérite justement pour avoir cet aboutissement d'un long parcours de personnage. Là, on vient d'avoir un event qui était complètement insignifiant, où c'est juste, oui, ben, il y a une menace de super vilain qui prend Gotham en otage. Oui, ben, on vient littéralement d'avoir ça avec Joker War et avec City of Bane et avec plein d'autres choses juste avant. Et en plus, c'était beaucoup plus court avec beaucoup moins d'enjeux que dans Joker War. Donc, on n'a rien raconté et on nous dresse quand même cette espèce d'immense panorama conclusif à une histoire dont on se fiche un peu et dont on sait on est déjà dans le statu quo. On a à peine eu le temps de révolutionner quoi que ce soit, qu'on est déjà dans le statu quo pour passer à autre chose. Bon, bref, j'ai pas été hyper convaincu. Je suis super content que le Fear State soit enfin fini parce que j'aime plutôt bien la suite en fait, dont on reparlera en temps et en heure. Mais vous savez peut-être que du coup, ça y est, Tynion y part et quitte enfin Batman, super. Et il va être remplacé Effectivement. par un mini run de Joshua Williamson avec Molina au dessin et c'est absolument somptueux. L'histoire est pas mal et c'est absolument somptueux. Et ensuite, Williamson lui-même qui après 5 ou 6 fascicules va être remplacé par Zdarsky et Jiménez, un peu moins bon, mais enfin on reparlera de tout ça en temps et en heure. Oui, Mais on aura voilà, le temps d'en reparler, oui. globalement, c'était vraiment juste un event coincé, enfin, qui était juste là pour récupérer après le départ de King et après une Joker War qui avait déjà peiné quand même à faire monter les enjeux. Donc on était juste dans une espèce de remplissage avec une espèce de pseudo-event avant de commencer à préparer la suite qui était pas clair. Et encore, on voit encore que c'est pas clair, puisque là on confie juste un nouveau mini-run à Williamson et un nouveau mini-run plus ou moins long, mais j'ai pas l'impression que ça soit fait pour durer à Zdarsky. Donc on n'a pas encore trouvé le grand auteur auquel confier le prochain run de Batman. Donc on est encore dans des phases de transition. Et là, on est complètement dans un pseudo-event de transition qui a ses jolies pages, mais qui globalement n'est pas vraiment digne d'intérêt. Mais oui. Ouais, c'est vrai, moi je te rejoins sur beaucoup de points, hein. Après, comme tu le disais, je suis enfin,
Moi aussi, je suis ravi, en tout cas, qu'ils prennent une direction différente par rapport à Batman Future State. On en avait parlé dans le précédent podcast quand on parlait justement du tome 2. Je voyais pas comment ils auraient pu justement continuer à présenter l'événement pour aller sur du Batman Future State. Ça n'avait aucun intérêt, comme on l'avait dit. Et donc effectivement, ça se confirme avec cette direction divergente. Après, effectivement. Ça reste joli. Jorge Jiménez fait du travail sympa. Il y a des planches que j'ai trouvées très dynamiques, notamment le combat entre Peacekeeper et Batman. J'ai trouvé ça super bien fait. Après, effectivement, bon, je l'ai écrit dans ma review qu'on a publiée aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast. Mais je trouve que effectivement, ça va hyper vite. La conclusion va hyper vite. On est sur du action et on délaisse tous les autres côtés qui pour moi me sont chers, l'aspect détective du personnage, l'aspect un peu plus intellectuel en tout cas, et là pour le coup c'est vraiment action, ce que j'appelle un peu le popcorn blockbuster. Et je trouve ça un petit peu dommage, même si j'aime bien quand même l'apport qui a été fait avec cette petite histoire qui revient sur l'histoire de Poison Ivy, qui vient apporter un truc un petit peu... alors c'est pas forcément différent parce qu'on connaît l'histoire de Poison Ivy, mais je sais pas, ça vient un petit peu dans ce récit apporter quelque chose de différent. Et puis la relation qui évolue entre Poison Ivy et Harley Quinn, voilà, sans dire plus de choses, mais ça voilà, fait plaisir. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup ça. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. S'ils en font quelque chose, on verra bien. Mais voilà. Malheureusement, t'as un peu la réponse dans Harley Quinn Infinite, mais on en reparle du coup juste après. On en reparle juste après, effectivement. J'ai pas lu Harley Quinn Infinite, donc on verra. Mais voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça, voilà, bien, mais c'est pas exceptionnel. Et c'est vrai que ça, comme tu le dis, avec la continuité principale de Batman, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que c'est bien, mais ça vient pas apporter quelque chose d'extraordinaire. Il y a très longtemps que j'ai pas eu une lecture d'un Batman de la série, de la continuité principale, qui m'a fait waouh, qui m'a fait exploser de plaisir, j'ai envie de dire, à la lecture, ou que je retiens quelque chose d'extraordinaire en tête après cette lecture-là. C'est un peu dommage. Mais bon, on sait aussi que c'est difficile d'apporter quelque chose de neuf et d'innovant et de spécial dans la série, dans la continuité principale, quand on sait que il y a beaucoup de verrous qui sont placés on va dire, dans le cahier des charges. Donc bon, c'est aussi un petit peu pour cela qu'on aime bien les Black Label, les bons Black Label. Je ne citerai pas Get Joker du coup, mais voilà, effectivement, moi voilà, c'est appréciable, mais bon, ça se finit et c'est bien. Voilà. Si personne veut rajouter quelque chose sur Batman Infinite tome 3, on enchaîne avec le prochain récit. Le prochain récit, c'est Bruno qui va prendre la parole avec ce Batman Detective Infinite tome 2. Je te mets la couverture juste ici et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Bruno, sur ce Batman Detective Infinite tome 2, le cauchemar de Nakano? Voilà son sous-titre. Je vais prendre le contre-pied du coup du récit précédent, parce que effectivement là aujourd'hui le mini-run de la continuité Batman, c'est une espèce de gros blockbuster avec pas mal de bastons, avec des lieux communs, avec des trucs pas forcément originaux. L'attaque de l'épouvantail sur Gotham, ça a quand même l'air de déjà vu sur d'autres médias. Un petit peu, mais moi globalement, en tout cas depuis le Run Rebirth et même avant sur les New 52, j'avais beaucoup aimé les séries détectives, justement parce que ça apporte un éclairage un peu différent, puisque ça se passe toujours dans cette continuité-là, mais ça apporte un éclairage différent où notamment Bruce Wayne est souvent mis un peu plus en avant. Il y a moins de bastons, c'est moins du blockbuster et c'est plus des histoires où on retrouve des scénarios un peu plus subtils, je dirais. J'avais beaucoup aimé. Ça va me plaire alors. J'espère bien. J'avais beaucoup aimé le travail de Peter Tomasi et le graphisme léché de Mank sur les Batman Detective Rebirth. Et là, je dois dire que depuis sur le premier tome, le travail de Tamaki, c'est ça, qui était épaulé par Dan Mora sur le dessin, était plutôt intéressant et mettait alors il y avait un arc, on va dire un arc narratif autour de ce que je vais appeler l'attaque du parasite,
qui amène un côté un peu horrifique qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans ce genre-là, qui rappelle certains films comme Brain Damage ou des choses comme ça. C'était assez intéressant. Et puis ça remettait aussi par certains aspects Bruce Wayne au centre du récit, notamment ses relations avec ses voisins, avec le maire. Ça éclaire aussi de façon assez intéressante la position et l'ambivalence un peu du maire Nakano. Donc moi j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième tome, il est un peu, je dirais un peu bizarre. Il est partagé il est partagé sur une autre équipe parce que là c'est Tamaki et Stéphanie Phillips qui se partagent l'écriture, mais ça partage plutôt bien, je trouve. Ce qui est un peu bizarre, c'est que finalement ce Batman détective là, il clôt a priori, en tout cas, il semble clore bien qu'on ne soit pas totalement sûr l'arc du parasite, dont la fin reste, de mon point de vue, un peu précipitée. Il enclenche sur d'autres choses, un peu plus intimistes, on va dire, sur finalement sur à la fois la responsabilité du détective du Batman qui met des gens, qui capture les gens pour les empêcher de nuire, qui les met à Arkham ou à Blackgate. Et finalement, est-ce que ça arrange vraiment les choses? Est-ce que ça crée pas d'autres problèmes? Il y a cette réflexion-là qui est introduite, qui est assez finement introduite, avec tout l'arc autour d'un nouveau Arkham qui pourrait éventuellement pallier au fait que l'ancien Arkham était à la fois une passoire et une machine à fabriquer des fous encore plus fous que ceux qui y rentraient. Donc c'est plutôt des récits qui sont vraiment dans une autre ambiance aujourd'hui que le blockbuster Batman de James Tynion IV, mais moi je trouve que ça complète finalement ce qu'on a envie de découvrir sur le Bruce Wayne actuel qui a perdu sa fortune et qui est obligé de vivre dans un quartier certes huppé de Gotham, mais qui a une marge de manœuvre réduite avec des Batcaves qu'il a un peu disséminé dans les égouts de Gotham. C'est à la fois intéressant et agréable à lire. Dans la deuxième partie, je suis pas super fan du graphisme de David Lafan, mais bon, ça se laisse quand même lire. Et je dirais que je sens que Siegfried, il n'était pas d'accord avec toi. Ah si, justement. Ok. On sent une petite arnaque quand sur la couverture on nous dit que le livre est de Mariko Tamaki et Dan Mora, alors qu'en fait plus de la moitié est dessiné par David Lapan et quand même beaucoup moins bien que Dan Mora. Enfin, c'est même plutôt moche comme dessin et c'est assez indigne d'un truc de Detective Comics qui est quand même une série réputée qui normalement est confiée à des dessinateurs qui ont un peu plus de personnalité graphique. Et mais par contre, ne même pas mettre son nom sur la couverture, c'est un manque de respect assez flagrant pour quelqu'un qui a fait plus de la moitié du volume. Et ça me dépasse un peu. Ouais, je suis assez d'accord. D'autant plus que, comme je le disais, la série détective de Rebirth était particulièrement bien aboutie au niveau graphisme. Ah oui, ça. Ouais. Donc, bon, je conseille quand même la lecture. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, ne serait-ce que pour l'histoire et sur l'exploration des aspects un peu collatéraux, même si j'aime pas forcément ce terme, de l'arc principal de Batman. Ok, moi j'ai peut-être mal choisi mes récits. Bon, j'ai fait la Batman principale, mais bon, j'ai l'impression que ça correspond un peu plus à mes attentes. Ok, je vois. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Bruno sur ce Batman Detective tome 2? Bon, moi j'en par le fait que Dan Mora ne dessine pas dessine moins de la moitié du récit. En revanche, effectivement, Dan Mora dessine très bien. Autant j'avais été un peu déçu sur le Batman Detective 1, où on avait quand même fait beaucoup de foin autour du fait que c'était dessiné par Dan Mora, et je trouve qu'il était un peu en deçà aussi parce que le scénario ne m'avait pas vraiment convaincu. Enfin, cette espèce de nouveau millionnaire qui était vraiment pas intéressé, qui perd sa fille, et puis le début sur des parasites qui faisait un peu série B et qui était traité avec une légèreté un peu bizarre par l'intrigue. Enfin, ça n'aidait pas non plus à s'intégrer à vraiment s'impliquer dans le récit. Mais là, Dan Mora, il est particulièrement bon. Enfin, vrai que le début est spectaculaire. On a une espèce de longue scène d'action bourrée d'effets de pluie, d'eau, d'explosion. Enfin, on sent vraiment qu'il s'amuse à faire quelque chose d'assez virtuose et de pratiquement muet sur certaines planches. Et c'est vraiment particulièrement bon. Et c'est
d'autant plus d'autant plus douloureux de voir qu'il passe tout à coup la main à David Lapan. Donc on se dit, c'est pas grave, c'est juste un backup scénarisé par Stephanie Phillips, mais ensuite on va probablement revenir d'Almora. Bah non, ensuite on a une conclusion de co-scénarisé par Tamaki et Matthew Rosenberg et toujours dessiné par Lapan. Mais bon, bah ça fait un petit peu mal, d'autant que l'intrigue est quand même un peu moins bonne. Autant je trouve qu'ils ont réussi à plutôt bien clore cette histoire de parasite. Comme le dit Bruno, je suis d'accord, c'est fait un peu à la va-vite, mais on sent que déjà pour une histoire de parasite qui zombifie les Gothamites, bon, c'est quand même un truc un peu série B qui n'était pas fait pour devenir une intrigue sérieuse, donc ça a déjà pris le temps que ça pouvait prendre, donc c'était pas plus mal de l'évacuer, surtout que c'est évacué quand même avec voilà, avec une certaine implication de la part du scénario, de la part en termes d'écriture de personnages et en termes graphiques, donc c'est pas mal de passer à autre chose. Par contre, ça fait que la deuxième intrigue, on a moins envie d'y croire et moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Autant je me disais, tiens, faire toute une intrigue un peu plus réflexive autour du statut d'Arkham. Est-ce que, est-ce que effectivement, est-ce qu'on construit un nouvel hôpital Arkham pour remplacer l'ancien asile, ou est-ce qu'on renonce juste à traiter les malades psychiatriques à Gotham parce qu'on n'y arrive pas, donc on les déplace dans une autre ville? Ça aurait pu être des questions intéressantes. En fait, c'est juste un faux débat. Et en fait, on sent un peu que les scénaristes qui ont essayé de se poser une question qu'on s'était pas trop posée dans des comics antérieurs, mais qui du coup posent une mauvaise question, parce que en fait, personne n'est vraiment pour le fait de prendre. Enfin, comment est-ce que Batman pourrait défendre le fait de prendre tous les super vilains de d'Arkham et les mettre, par exemple, à Metropolis ou à Keystone? Pourquoi est-ce que les psychiatres là-bas pourraient mieux les traiter qu'à Gotham? Et pourquoi est-ce que le fait d'envoyer tous les super vilains massacrer Metropolis ou Keystone City, ça serait plus intéressant que les laisser à Gotham? Bon, pour moi, il y a un peu du faux débat et des autres scénaristes qui essayent d'intellectualiser un fascicule, mais en essayant de noyer un peu le poisson sous le fait qu'en fait la question qu'ils posent est pas très intéressante. Mais bon, c'est pas dramatique. Au moins, l'avantage, effectivement, que là, encore une fois, je suis d'accord avec Bruno, c'est que on approfondit un peu le Nakano enfin, parce que mine de rien, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il est là. Chaque fois, on se dit qu'il va commencer à être intéressant parce que, ouais, il a pris cette mesure pour poursuivre les gens masqués parce qu'il croit que Batman est responsable de la mort de son coéquipier. Bon, ça fait quand même plusieurs mois, slash un an et demi qu'on est quand même sur juste cette espèce de quiproquo un peu stupide de Nakano qui n'a aucune raison d'en vouloir à Gotham à part un quiproquo qui aurait pu être levé depuis le début. Donc ça commence à faire un petit peu long. Donc c'était pas plus mal d'approfondir enfin un peu cette relation entre Batman et Nakano, de les rapprocher un peu sans non plus évacuer toutes les tensions. Donc au moins là-dessus, c'est satisfaisant. On sent que ça pourrait aller encore plus loin. Moi, j'attends vraiment des comics basés uniquement sur Nakano et comment la manière dont sa nouvelle relation avec les super-héros va influer sur sa manière de gérer la ville, parce que là, pour l'instant, c'est un maire dont on sent qu'on a envie de faire quelque chose, mais qui à chaque fois passe au second plan, et dont aucun scénariste ne fait jamais quelque chose, donc ça commence à devenir un peu long et un peu frustrant, mais bon, ben, au moins, enfin, on le voit un petit peu prendre de l'importance, un petit peu prendre du volume, et au moins, de ce point de vue, ça fait plaisir. Donc je sais pas si je recommanderais le volume, parce que pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est un peu secondaire, mais au moins les fans de Dan Mora verront Dan Mora particulièrement virtuose, et ceux qui aimeraient quand même que Nakano s'approfondisse un peu, ils trouveront aussi leur bonheur. Donc au moins là-dessus, c'est pas un blanc-seing à laisser à Tamaki et Mora pour continuer, mais c'est pas non plus une alerte rouge. Ok, pas d'alerte Siegfried pour ce récit, rassurez-vous, mais peut-être le prochain, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est Siegfried qui va nous en parler. On a parlé du Joker avec Get Joker tout à l'heure, alors on va entamer avec encore une autre série sur le Joker, c'est Joker Infinite. Il a sa propre série maintenant, c'est le tome 2 qui a été publié cet été, le faiseur de monstres. Tiens, ça donne quoi Siegfried, ce Joker Infinite tome 2? Alors, j'ai été un peu circonspect. Bon, normalement, c'est un volume 2. Vous vous souvenez peut-être qu'Alexandra et moi, l'un des gros défauts qu'on avait pointé dans le Joker Infinite 1, c'est que finalement, c'était un Gordon Infinite et pas un Joker Infinite, parce que pendant les 50 premières pages, on ne suivait que Gordon, Ouais, qui tout je à m'en coup, rappelle. voilà, qui croise tout à coup le Joker, et tout à coup, l'intrigue passait à autre chose, donc on voyait pas trop le rapport que ça pouvait avoir avec le Joker. Et là, c'est un peu la même chose, alors que c'est supposé être la suite, donc c'est bon, le Joker, il est là dans l'intrigue. Bah, en fait, ça commence avec Julia Pennyworth, donc la fille de Gordon, qui enquête à Santa Prisca. Puis on voit que Gordon est interrogé par une inspectrice. Il y a un peu la relation entre Julia Pennyworth et Oracle. Puis on voit les femmes de la Bat Family qui sont attaquées par un ergot. Bon voilà, donc une application étrange de la cour des hiboux, mais un ergot qui ressent la douleur, alors que normalement la cour des hiboux ne ressent pas la douleur, donc ça pose pas mal de questions. Et là vous vous dites, mais c'est bien joli tout ça, mais il est où le Joker là-dedans? C'est quoi toutes ces histoires qu'on nous inflige tout à coup sans aucun rapport avec le Joker? Donc alors que c'est la suite du Joker Infinite 1 qui avait déjà longuement fait attendre le Joker, encore une fois, il faut attendre 60 pages
avant qu'on voit le Joker pour la première fois. Bon, c'est quand même, est-ce qu'on n'est pas supposé commencer à raconter une histoire autour du Joker à un moment donné? Bah, non, pas trop apparemment. Donc, Ah, on mais sent que ça essaie moi, j'ai oublié hein, que c'était le Joker. Hein. Moi, je lis ça pour Gordon ouais, et pour complètement, Oracle, ouais. parce que je la trouve intéressante dedans. Ouais, tout à fait. Donc on sent que l'idée, c'est de faire une histoire de filiation. Donc c'est pas mal. Avoir la fille d'Alfred, Mm. dont le père est assassiné en continuité et qui du coup essaye un peu de se venger des super vilains, c'est intéressant. On a un clone féminin de Bane, qui est un peu donc la fille de Bane, toujours cette idée de filiation. Et évidemment Gordon qui veut venger James Gordon Jr. et Barbara et un peu sa femme. Donc il y a toujours cette histoire de rapport au père assassiné ou aux enfants assassinés, enfin cette histoire de trauma familial par rapport au Joker ou par rapport au super vilain qui est intéressante, mais qui va pas très loin. Donc on sent qu'il y a un enjeu, une volonté de faire monter la mayonnaise, mais qui pour l'instant n'aboutit pas encore à quelque chose de vraiment passionnant. Et il y a un truc qui s'appelle une conclusion. Donc c'est un annual qui est fini, qui est dessiné par Frank Avila avec un très joli d'ailleurs, un style qui veut évoquer Mazzucchelli. Donc il y a une idée vraiment de faire une espèce Mm. de year one. Et en fait, cette conclusion, c'est un flashback. Alors, ça s'appelle conclusion. Ça clôt Mm. effectivement cet Infinite Tome 2, mais c'est uniquement un long flashback qui revient jamais à l'époque contemporaine. Et en fait, on n'a même pas la conclusion de cette conclusion. Ce flashback se clôt sur une énigme dont on suppose qu'on aura peut-être du coup la fin dans le prochain volume. Mais ça fait que on abandonne tout à coup la continuité principale pour revenir dans le passé, et on abandonne tout à coup le passé pour rien, et du coup on a deux intrigues dont on ne sait pas trop où ça va. Est-ce que c'est supposé raconter sur ces personnages-là ou sur le Joker, et dont on suppose que ça va être abouti dans le volume suivant. Mais voilà, déjà que le volume 1, on se demandait tout à coup, mais qu'est-ce que ça essaie de nous raconter en fait. Là, ce volume 2 est encore plus surprenant dans sa volonté de faire un peu n'importe quoi. Au moins, ce qui est chouette, c'est que Gordon est vraiment pas mal. Ça c'est clair. Même sa relation avec ce nouveau personnage qui est le clone, cette espèce de clone féminin de Bane, dont on sent que c'est une idée qui est complètement gadget. En fait, ce personnage a quand même il a une présence à l'image, il a une certaine personnalité qui peut en faire un personnage intéressant. La fille d'Alfred, on la tease au début, on la revoit pas après, mais on sent que, pareil, ça peut être intéressant. Donc, on sent qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Pas du tout le Joker, parce que le Joker, on le voit pas assez pour qu'il puisse être intéressant en quoi que ce soit. Mais tout le casting secondaire, on sent qu'il y a des petites choses qui pourraient aboutir quelque part. Sauf qu'on a aussi un récit qui refuse d'aboutir à quoi que ce soit, et puis voilà, qui est capable de s'interrompre tout à coup pour nous faire plonger dans un flashback qui n'a rien à voir avec la quantité principale et qui n'a pas de conclusion. Enfin voilà, c'est vraiment ça surprenant. Donc pour l'instant, je suis totalement incapable d'en dire du bien ou du mal avant de lire le tome 3. Je sais que j'avais déjà dit, on a dit la même chose pour le tome 1, où on disait qu'on Je réservait un crois, peu ouais, notre avis effectivement, ouais. pour le tome 2. Ben, du coup, le tome 2 oblige à le dire le tome 3. Ah, bah, Ça commence à faire quand même, ça commence à faire un joli budget quand même, un sacré temps de lecture pour des trucs qui refusent d'aboutir. Donc pour l'instant, non, je mais suis plutôt négatif. Oui, vas-y. bah, justement, du coup, j'ai lu le tome 3 ce week-end. Et dans le tome 3, il y a des révélations. Et dans le tome 3, ça apporte en fait, j'ai vraiment l'impression que ce tome 2, déjà, il est pareil, je l'ai trouvé très, très court. J'étais un peu sur ma faim. Ça fait 2 fois que je répète ça, mais ça saoule un petit peu aujourd'hui avec le prix du comics d'avoir ça comme lecture, sachant déjà que ça se lit vite de base. C'est encore pire avec ce type d'histoire. Et en ayant lu le tome 3, là, il y a pas longtemps, c'est vraiment un comics de transition, quoi. C'est-à-dire que on te lance des pistes, t'es encore dans l'enquête, ça reste encore flou, justement pour te faire acheter le 3e. Bon, on parlera du 3e parce que pour moi, c'est une fin en soi et ça repart dans un 4e. Bref, mais ouais, pareil, j'ai pas été forcément déçue parce que au final, ça vaut le tome 1, tu vois. C'est pas moins bon que le tome 1, c'est pas meilleur forcément. Comme tu disais, moi j'ai fait le deuil que ce soit une histoire du Joker. Pour moi, c'est pas une histoire du Joker. Donc j'étais même contente de retrouver Gordon. J'étais même surprise de la dynamique du duo qui aura du coup au fur et à mesure entre Julia et Oracle, sachant que en plus, toi, c'est un peu symbolique, c'est les filles de la fille d'Alfred et la fille de Gordon. Compliqué parce que j'ai le 3 en tête, mais franchement, allez lire le 3 parce que j'ai bien aimé les révélations. Lisez le 1 et le 2 avant, sinon, quand même. Non, mais oui, du coup, lisez en renonçant au 2. Dommage qu'on puisse pas lire le 3 tout de suite, parce que franchement, ouais, on peut. En vrai, il y a peut-être moyen. Faudrait que je le relise, ça serait drôle. Parce que en fait, il y a dans la narration, il y a un côté un peu
je sais pas comment expliquer, un peu comme à l'époque, un peu old school, où tu reviens. Tu sais, il y a des remises de contexte un petit peu au début des chapitres. Mmh. Donc il y a peut-être moyen. Mais vraiment très On va faire surprise, il aurait pu finir en tome 3, il y a un tome 4, je comprends pas, mais on en reparlera. On en reparlera effectivement, je crois La qu'il monnaie! il La sort en monnaie. septembre, donc on en parlera. Le prochain podcast, celui d'octobre. Ouais. Bon, vous l'avez compris, toujours pas d'alerte Siegfried. Je vais passer donc à la lecture suivante. Alors, lecture suivante un petit peu particulière, vous allez le voir, c'est Bill Finger dans l'ombre du mythe. Un petit peu particulière, donc déjà par rapport à l'ouvrage tel quel, mais aussi parce que on l'a déjà traité, si vous nous suivez, sur le dernier podcast, le Bad Talk qu'on a fait la dernière fois, juste avant les vacances. C'était Alexandra, d'ailleurs, qui tenait ce podcast. Avec Siegfried et avec Thomas de Comics Batman, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Siegfried. Et effectivement, vous en avez parlé, vous avez parlé même plus que ça. Donc, je vous renvoie vers ce podcast si vous voulez vraiment avoir plus d'infos sur Bill Finger de manière générale même. Et sur ce récit. Et Bruno, je te laisse aussi la parole parce que tu l'as lu pour nous en parler pour ce podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne vont pas voir l'autre podcast en entier, peut-être avoir un petit aperçu déjà par ton prisme à toi. Alors, en quelques mots, cet ouvrage-là raconte essentiellement deux choses en parallèle. La première chose, c'est l'histoire de Bill Finger, donc qui est co-créateur de Batman avec Bob Kane. Et en parallèle, l'enquête d'un journaliste historien qui s'appelle Mark Nobleman, le bien nommé, qui va réunir tous les éléments qui vont lui permettre, lui-même étant passionné de Batman et en particulier de Robin aussi, qui vont lui permettre d'établir l'indiscutable fait que Bill Finger a co-créé Batman avec Bob Kane. Et on suit aussi un peu comme en introduction et en conclusion, l'histoire de la petite fille de Bill Finger, qui tout apeurée de ne pas être crue par ses petits amis à l'école quand elle disait que son grand-père avait inventé Batman. L'ouvrage en lui-même fait remuer beaucoup de choses parce que ce sont déjà des choses que j'ai vécues, que ce soit dans un cadre plus sympathique, la sortie du film de Burton en 89, ou dans un registre moins sympathique, toute la période qui a vu l'émergence du sida dans les années 80, puisque c'est évoqué. Ça parle d'une histoire et ça parle de l'histoire avec un grand H, et c'est très intéressant. Alors, je veux pas vous spoiler la lecture, je veux pas forcément faire de débat sur ce qui peut être de la rigueur historique et ce qui peut être éventuellement sujet à débat sur qu'est-ce que la propriété intellectuelle, parce que c'est au cœur de cet ouvrage. Bob Kane considérait que c'est lui qui avait inventé Batman et que toutes les personnes qui travaillaient avec lui sur le personnage de Batman, que ce soit au dessin ou à l'histoire et à la caractérisation des personnages, ne travaillait pas avec lui, travaillait pour lui. C'est un positionnement qui peut révolter. Moi, personnellement, il me révolte, mais qu'il était nécessaire de présenter, et qui d'ailleurs est défendu par certains des témoins de l'histoire, puisque l'ouvrage est aussi présenté comme une enquête et comme un reportage, bien qu'il s'en défende. Donc, le fait que Bill Finger ait participé à beaucoup d'aspects, à une grande partie des aspects du personnage de Batman, est-ce que ça le caractérise comme un co-auteur? C'est un vrai débat, et le débat il est posé, et l'ouvrage y apporte une réponse. Mais cette question elle est très importante. Après, il y a la personnalité et l'histoire de Bill Finger en lui-même qui est particulièrement tragique, mais c'est vraiment une histoire qu'il faut lire pour comprendre.
pour comprendre qui était Bill Finger, pour comprendre comment la genèse de ce personnage auquel on est tant attaché a été réalisée, et aussi pour comprendre comment l'industrie des comics est née et a grandi. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie des comics ne fonctionne pas comme elle fonctionnait dans les années 30, 40, 50. Ce que je voudrais en conclure, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que quand je lis une histoire de Batman, qu'elle ait été écrite à quelque époque que ce soit, eh ben, j'ai l'impression qu'on capte beaucoup plus de Bill Finger que de Bob Kane. Et ça, c'est quelque chose que le livre, que l'ouvrage met pas mal en avant et fait bien ressentir. Donc, c'est un ouvrage très particulier, très émouvant, très didactique, dont je conseille sans réserve la lecture à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ok, très bien. Merci Bruno pour cet éclairage sur Bill Finger dans l'ombre du mythe. Et puis effectivement, comme je le disais au début, je vous invite aussi à aller voir le podcast dédié à Bill Finger pour voir plus d'avis sur ce récit et sur Bill Finger en lui-même. Et puis enfin, un dernier récit qu'on va évoquer dans ce podcast, les amis. Ça y est, on touche à la fin de ce podcast, ce dernier récit. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Siegfried. Et c'est pour ça que je vais te donner la parole. C'est Harley Quinn Infinite, tome 2, Épine et Carreau. Alors, est-ce que ça pique? Non, ça pique pas, au contraire, c'est même parti. Mais j'avais déjà beaucoup aimé le premier volume, et là, on est complètement dans la continuité. C'est vraiment excellent. Attends. Tu l'avais déjà fait pour le premier volume. Alexandra, Ouais. je te prends à partie. Ouais. Est-ce que tu penses que ça vaut une alerte Siegfried? Le fait qu'il aime? Ouais. Ah, Siegfried Contant, c'est spécial. Bah, ah non, il faut une alarme spéciale parce qu'il aime. Tu peux pas réutiliser l'alarme quand il aime pas. Non, là il faut que. Ah bah je sais non, pas, il y ça a l'alarme, existe. c'est que quand il aime. Je mets jamais l'alarme quand il aime Ah, pas. d'accord. C'est l'alerte Bah Siegfried. oui, ok. Bon, bah alors sors ton ok, alarme. va pour l'alerte Sors Siegfried. ton alarme. Ouais, c'est là. Ok, Désolé pour les oreilles, en plus, c'est un peu la bonne chose de notre part, parce qu'on l'a déjà fait pour Infinite 1, donc bon, c'était un peu couru d'avance que ça serait le cas pour le 2, mais on sent toujours chez Stéphanie Phillips, qui scénarise ce volume, on sent qu'elle comprend vraiment le personnage de Harley, elle sait exactement ce qu'elle veut faire. C'est ce qui manquait dans les runs précédents de Harley Quinn. Je crois qu'Alexandra en avait lu quelques-uns, et bon, c'est vrai que globalement, quand on était rarement convaincus, en fait, par là où les auteurs voulaient en arriver, ou par leur délire, parce que c'était souvent, ça allait juste c'était souvent juste de la parodie pour la parodie, de la blague pour la blague, et finalement ne racontait rien, n'était pas si drôle, et ce qui fait que ça manquait à la fois d'enjeu, d'humour, de légèreté, de gravité, enfin ça allait dans le mur en fait, alors qu'avec Stephanie Phillips, ça fait juste du bien, c'est ce que je disais, de relire des comics qui sont respectueux de Harley, qui comprennent le personnage, qui sont vraiment très légers, mais qui savent aussi avoir vraiment de l'enjeu. Et quelque part, paradoxalement, j'ai ressenti davantage d'enjeux dans Harley Quinn Infinite que dans Batman Infinite, par exemple. Parce qu'il y a une clarté des enjeux et un sentiment de danger pour les personnages qui font que ça et simplement des menaces qui sont concrètes qui font que ça marche simplement beaucoup mieux ici. C'est pas juste des menaces gadgets qu'on fait venir sur tous les fronts. Enfin, comme je disais sur Batman Infinite, il y a au moins 4 ou 5 menaces différentes dans le même comics et on sent que la plupart sont là juste par remplissage, mais qu'en fait on n'en fera rien et ça marche pas. À un Là, les menaces. moment donné, t'es plus effrayé parce que t'en as 4 et donc tu te dis bon, de toute façon ils vont tous mourir, donc au pire, Voilà. ça sera un des 4 trucs quoi. C'est ça, il y a 4-5 menaces et on sait quand même qu'on va aboutir à un statu quo à la fin. Donc bon, finalement, on sait qu'on se fiche de toutes ces menaces. Donc c'est bien la peine d'en mettre autant et de faire autant de remplissage. Tu sais que de toute façon, la bedouche, elle va se dégonfler à la fin puisqu'on va aboutir à un statu quo. Donc c'est vraiment juste du pur remplissage qui sert à rien. Là, au moins, il y a quand même un effort de vraie synthèse dans les enjeux qui font que ça reste clair, on y croit, on parvient vraiment à s'impliquer dedans. On invente beaucoup de personnages, mais on sait quoi faire de chacun. Contrairement à la continuité où on se demande à chaque fois, tiens, tel nouveau personnage, qu'est-ce qu'on va en faire? Tiens, il y a de nouveaux Ghostmakers, qu'est-ce qu'on va en faire?
rien en fait. Je crois qu'il apparaît dans 2 planches. On dit littéralement: «Tiens, il existe là, il va te former toi un autre nouveau personnage» et c'est tout. C'est tout ce qu'on fait dans Batman Infinite. Bon, c'est quand même, voilà, on invente plein de nouvelles figures entre lesquelles on est complètement perdu parce qu'on se demande: «Mais pourquoi ajouter une 15e personne à la Bat Family? Est-ce qu'il serait pas temps de raconter des trucs sur les 14 autres?» et non, en fait, on n'a rien à raconter sur la nouvelle. Là, au moins, bien qu'on invente beaucoup de nos personnages, chacun a son petit caractère, son petit charme, apporte son petit quelque chose. Enfin, on sent que ils sont écrits avec une certaine âme par Stephanie Phillips, ça fait plaisir. Évidemment, parmi ces personnages, il y a notamment Kevin, qui était donc cet ancien clown de la Joker War, qui veut se repentir, mais qui est une espèce de personnage, une espèce de géant un peu obèse, une espèce de nounours, mais qui est aussi un colosse avec une vraie force. Enfin voilà, c'est un peu le cliché du du gros nounours qui est vraiment le sidekick de Harley, qui est toujours aussi délicieux. Il y a cette scène notamment où il voit un petit diable, un petit ange, qui voilà, c'est le truc cliché où chacun essaie de le pousser l'un vers le mal, l'autre vers le bien, mais les deux sont représentés comme des petites Harley Quinn. Ouais, enfin voilà, c'est juste, c'est juste, enfin c'est juste le genre d'aventure qui met un peu du baume au cœur, mais qui sait aussi quoi faire de ces super vilains. Même Hugo Strange, on parvient à le rendre complètement ridicule parce qu'il se déguise en Batman alors qu'il a un physique complètement Ouais, cartoonesque. c'est trop Mais bien. voilà, Trop drôle. c'est juste hilarant, mais en même temps, on prend quand même la menace Ouais. d'Hugo Strange au sérieux, et c'est juste dingue, Ouais. je trouve, de parvenir à nous faire à ce point rire et nous susciter autant de légèreté, et malgré tout à créer des personnages qui sont quand même assez profonds, qui font quand même assez peur, et c'est un équilibre qui est hyper dur à trouver. La preuve, c'est que tous les précédents runs de Harley Quinn échouaient complètement à le trouver, et là, c'est vraiment super bien géré, donc je recommande complètement. Ah, ben, Ouais, tu je vois, pense ça, que c'était une alerte Siegfried bien amenée. Voilà. je pense que les autres titres voulaient, enfin, sous couvert d'approfondir la psychologie d'Harley Quinn, voulaient juste faire des histoires un peu drôles et apporter ce côté, voilà, fille un peu faux-folle par rapport à tous les comics qu'on avait pu voir. Et là, il y a un peu comme le tome 1 finalement, comme tu dis, une prise au sérieux du personnage qui est liée à son indépendance et qu'est-ce que je fais de mon indépendance et est-ce que du coup je vais être une héroïne, mais une héroïne il faut qu'elle ait des acolytes, comment je gère du coup les nouvelles personnes qui m'accompagnent parce que du coup comme Kevin certains ont des traumas et elle peut pas les abandonner donc elle se retrouve à devoir épauler des gens et c'est la première fois pour elle parce que son métier de psychiatre est loin derrière elle. Et c'est ça, c'est que l'équilibre entre le fait que c'est drôle et que des fois il y a des enjeux réels et que c'est un peu même, enfin voilà, il y a un danger qui est présent. Il est super super bien mené. C'est, enfin moi c'est même, je conseillerais ça pour encore plus connaître Harley Quinn à côté d'un Mad Love ou d'un Arline. De toute façon, on a très peu de comics autour d'elle et tout le run New 52 et qui a continué avec Rebirth, hein, qui n'était pas quelque chose de nouveau, hein, c'était une vraie suite, qui vaut vraiment pas le coup, quoi. C'est même pas drôle, alors que là, c'est vraiment drôle. C'était pas forcément beau, en plus, c'était moche. Et les autres personnages qui rajoutés étaient complètement inutiles, alors que là, Kevin, tu disais qu'il était dans un stéréotype de personnage, mais justement, à la fin du tome 2, il évolue, il prend confiance en lui. Et justement, on nous dit qu'il a confiance en lui parce que Harley Quinn, elle est là, qu'elle arrive à le motiver et que ça y est, son passé de sbire, de Joker, il est révolu et qu'il a une nouvelle voie devant lui. Ça, c'est génial parce que ça prouve que contrairement au run de New 52, Harley était entourée de gens et les gens restaient débiles du tome 1 au tome 10. Et donc du coup tu te dis mais alors elle parle pour rien, ça sert à rien ce qu'elle fait à part qu'elle achète des animaux et qu'elle fasse des trucs dans la ville. Bref, ça n'avait pas de sens, alors que là tout ce qu'elle fait a un impact, que ce soit face aux vilains, face avec son acolyte et avec une trame en plus derrière avec Ivy où elle est mentionnée et c'est très très bien fait. Non franchement c'est vraiment top. Peut-être que D'ailleurs, ça reprend un peu l'esprit de la série animée, non? Aussi, quelque part. Ouais, peut-être ce Parce que côté un finalement, dans peu la série animée léger aussi, mais profond. ils évoluent. Elle est entourée d'acolytes, ils évoluent. ouais, tout à fait. En moins C'est, trash. Mmh. hein? Mmh mh. Moins En moins trash. trash. Oui. Effectivement. Bah là, il y a moins les Effectivement. enfants, tu vois? Normalement. D'ailleurs, autre aspect qu'on n'a pas évoqué, ce qui me manque souvent dans les Batman, dans le Batman Infinite ou dans Detective Infinite, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de la ville, je trouve. Il y a toujours,
on voit assez peu les répercussions de toutes ces prises d'otages de la ville sur les citoyens, ce qui est un peu paradoxal, et c'est pour ça aussi que ça peut finir en quelques bagarres entre super-héros et super-vilains, et tout à coup on passe à autre chose. Et ce qui est surprenant de cette Harley Quinn Infinite, c'est que l'histoire est complètement connectée avec la continuité. Contrairement, on sait que la plupart... Joker Infinite, par exemple, ça n'a rien à voir avec la continuité Infinite, et je me souviens de volumes de Catwoman Rebirth, par exemple, où on se demandait, enfin, c'était hyper gadget à chaque fois qu'on parlait de la continuité. Là, comme je le disais, on a vraiment Harley avant qu'elle retrouve Ivy dans Batman Infinite, et une fois qu'elle l'a retrouvée, ce qui se passe. Donc il y a cette connexion qui est directe, et surtout, comme on le disait, tout tourne quand même autour de de comment est-ce que Harley peut reconstruire la confiance avec les citoyens de Gotham après la Joker War, donc après ce que le Joker a fait vivre à la ville, avec les clowns, et évidemment une crise à laquelle elle est associée de très près aussi. Donc on est vraiment de ce côté de retourner à la base, aux citoyens de Gotham, à la ville de Gotham, comment est-ce qu'elle a vécu ses traumas, et comment est-ce qu'on peut la faire évoluer par ce personnage un peu truculent. Et je trouve c'est juste ça super d'assumer le fait qu'on est en continuité. Bon, évidemment, Harley Quinn Infinite n'aura jamais d'impact sur Batman Infinite, par exemple, parce que ça reste une série secondaire, mais au moins on fait pas semblant que c'est un univers déconnecté, et au contraire on profite de la continuité pour approfondir le background de Harley Quinn et créer de vraies histoires qui peuvent vraiment faire évoluer le personnage principal. Et enfin, c'est assez fort comme pari, et ça fonctionne vraiment très bien. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va rester sur cette note positive pour ce podcast. C'est super. Et du coup, ben, bon, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci Alexandra, merci Zéphine, merci Bruno pour votre participation à ce podcast, et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, vous avez l'habitude de tout ça. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vous aussi, sur les récits que l'on a évoqués dans ce podcast. Alors, sur les commentaires YouTube, sur les commentaires de l'article sur batmanlegend.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, enfin bref, je vous fais pas la chanson. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Salut.